L'actualité à la une à ce soir. Fin de cavale pour deux présumés assassins mis aux arrêts par la gendarmerie de Ouaga 2000. Ils sont accusés de kidnapping, d'assassinat de Bernadette Bambara, disparue le 10 juin dernier puis retrouvée morte quelques jours plus tard. Les détails dans ce journal. La communauté internationale attire l'attention des décideurs politiques sur la menace de l'hépatite. 8 personnes sur 100 souffriraient de la maladie. Le cri d'alarme a été lancé ce mardi à la faveur de la journée internationale de la lutte contre la maladie. Le conflit est ouvert à la Fédération burkinabé de cyclisme et les deux parties s'accusent par conférence de presse interposée après l'association des supporters qui demande la démission du président. Réponse de la présidence dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. La brigade ville de la gendarmerie de Ouagadougou a mis aux arrêts deux présumés assassins. Ils sont accusés de kidnapping et d'assassinat de Bernadette Bambara, portée disparue depuis le 10 juin 2015 alors qu'elle rentrait de son commerce. Les deux malfrats sont âgés à peine de 22 et 23 ans. Tous deux étaient connus de la victime et à qui ils rendaient régulièrement service selon les témoins. Explication, Mokhtar Ouedraogo, Adama Koulibaly. La famille de Bertine Bambara, portée disparue depuis le 10 juin 2015, était inconsolable ce soir à la présentation des présumés auteurs de son assassinat. Il s'agit de Traoré Ibrahim, étudiant en économie à l'université Ouaga 2, et Ouedraogo Soufiane, sans profession. Ils ont 22 et 23 ans. La victime était connue de ses bourreaux, puisque l'un d'eux est le frère de sa meilleure amie. Il l'aurait tendu un guet-apens après son retour de son commerce. Elle vendait de l'attiéké. Lorsqu'elle est parvenue devant la porte en véhicule, ils l'ont maîtrisée et malheureusement la mort s'en est suivie. Maintenant, pour se débarrasser du corps, ils ont redémarré le véhicule de la victime, son corps à l'intérieur. Ils ont cherché un caniveau où ils l'ont enfoui dans le caniveau. Redémarrer le véhicule, aller déposer dans un autre quartier. On demande que justice soit faite. Vraiment, trop, c'est trop. Elle n'a rien fait. Au lieu de la frapper, il cherche au moins à la tuer pour rien. Pour ce qui est des motifs du crime, les auteurs auraient tantôt avancé vouloir lui soutirer de l'argent, tantôt évoqué une raison personnelle. C'est après plus d'un mois d'enquête que la gendarmerie aurait interpellé les deux complices les 20 et 27 juillet dernier. Ils seront déférés ce jour même au parquet. Les chefs d'État du Sahel continuent de croire à la Grande Muraille Verte lancée en 2002 par l'Union africaine. L'agence a réuni hier à Nouakchott, en Mauritanie, plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le projet concerne 11 pays avec pour mission de trouver des financements pour récupérer les terres dégradées et faire travailler les populations locales sur la régénération de la nature. Le sommet a permis aux chefs d'État de définir ensemble un ensemble de stratégies pour obtenir les résultats escomptés. Salif Belem, Godefroy Bazier. 5 ans après la mise en œuvre d'une stratégie régionale harmonisée, le sommet de Nouakchott a évalué le chemin parcouru par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. De nouvelles perspectives ont été explorées et les acquis consolidés. Nous voulons insuffler un nouveau dynamisme à la structure pour la rendre beaucoup plus viable afin de pouvoir capter les financements dans le domaine environnemental et parvenir en tout cas à réaliser les ambitions de l'Agence panafricaine, la Grande Muraille Verte. Vous ne pouvez pas seulement planter des arbres sans récupérer les terres dégradées, sans associer les populations locales. Il ne s'agit pas de déménager les gens, mais de les faire travailler dans leur terroir afin que l'objectif de reverdir le Sahel et le Sahara là soit atteint. L'Agence de la Grande Muraille Verte a franchi une étape importante pour devenir véritablement une réponse appropriée à l'immense défi écologique de la région sahélo-saharienne. Nous avons défini une feuille de route que les chefs d'État ont dû étudier donc et adopter. Deuxième chose, on a pu également définir un ensemble de programmes qui, avec la mise en œuvre, nous sommes sûrs que nous aurons des résultats à impact positif, surtout sur les populations. 11 pays sahélo-sahariens ont créé l'APGVM pour mettre en œuvre l'initiative de la Grande Muraille Verte
ambitieux projet lancé par l'Union africaine en 2002. Retour chez nous pour dire que plus de 1600 administrateurs publics viennent de recevoir leur diplôme ce matin à Ouagadougou à la faveur de la traditionnelle sortie des énarques. Ces diplômés sont issus de 18 filières de l'École nationale d'administration et de magistrature et se sont engagés à servir l'administration publique jusqu'à la fin de leur carrière. Explication, Alidou Badini, Moumouni Sobega. Ce sont au total 1617 nouveaux fonctionnaires issus de 18 filières que l'ENAM vient de mettre à la disposition de la fonction publique. La promotion porte le nom de Mokhtar Tal, ancien directeur général de l'ENAM, et certains mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui les attend. Cette sortie aussi est une invite donc à persévérer dans le travail. Et nous allons donc apporter notre contribution. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie de sortie de la promotion parrainée par Justin Damo Barrow, ancien fonctionnaire de la BCAO. Tout comme le Premier ministre, le parrain invite ces nouveaux fonctionnaires à être des exemples. N'attendez rien des usagers. Seule leur satisfaction doit être votre plus belle récompense. Ceux qui tentent de vous corrompre, ayez la force de leur dire que vous n'êtes pas à vendre. Le choix du thème l'ENAC, acteur de la promotion d'un renouveau de l'administration publique burkinabé. Je salue la pertinence de ce thème qui nous offre l'occasion de jeter un regard sur le rôle que vous êtes appelés à jouer dans le renouveau de notre administration publique. Ce qui est en jeu aujourd'hui, depuis l'insurrection populaire, c'est le rôle fondamental que doivent jouer les administrations publiques de l'État aux yeux de l'ensemble des Burkinabés. Comme personnalité énarque de l'année, la promotion a choisi René Bagoro, magistrat et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, pour les valeurs de rigueur, de justice et d'intégrité que l'homme incarne selon les élèves de l'ENAM. Dans ce registre de la formation des agents de l'État, il faudra désormais compter avec l'ENEP de Tenkodogo, dont la première pierre a été posée hier. C'est la 8e école des enseignants du pays qui devrait sortir de terre dans les années à venir. Le complexe composé d'infrastructures pédagogiques, administratives et scolaires va coûter plus de 3 milliards de francs. Son but, résoudre les problèmes de manque de personnel enseignant. Issaka Ouedraogo, Abdel Aziz Yagibou. Sur le grand chantier du continuum éducatif, le gouvernement burkinabé met les bouchées doubles. À cette pierre vont se succéder d'autres pour doter la région du centre-est de son École nationale des enseignants du primaire ENEP, la 8e du pays. Un projet tant annoncé dont la concrétisation devrait contribuer à résoudre la question des ressources humaines, clé indispensable d'une éducation de qualité. C'est une infrastructure qui est beaucoup attendue compte tenu des réformes qui sont en cours au niveau de notre département, à savoir, entre autres, l'obligation scolaire pour les enfants de 3 à 16 ans qui nous oblige à réaliser beaucoup plus d'infrastructures, d'où l'épineuse question de la disponibilité d'enseignants en quantité et en qualité. Sur ce site de 47 hectares destiné au projet, 20 hectares sont aménagés pour la première phase du projet. De terre va sortir un complexe composé d'infrastructures pédagogiques, administratives, culturelles, sportives et d'hébergement. Chez les populations bénéficiaires qui voient leurs vœux en passe d'être exaucés, l'honneur et la fierté se disputent. Nous allons ménager aucun effort pour que ces travaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Le coût total de réalisation du projet est d'environ 3,9 milliards de francs CFA. Une somme mobilisée au moyen d'un prêt de 2,2 milliards de francs CFA contracté auprès de la BID. L'État burkinabé, lui, intervient à hauteur d'1,7 milliard de francs CFA. Les premiers élèves maîtres qui vont intégrer cette école d'une capacité de 500 places bientôt en chantier sont attendus à la rentrée scolaire 2016-2017. L'université de Ouagadougou s'investit de son côté depuis plusieurs années dans la formation des étudiants. Pour améliorer la qualité des enseignements, des enseignants-chercheurs sont en formation sur les thématiques de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'objectif est de développer des capacités dans le domaine. Cela permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement et apporter des outils pédagogiques et didactiques. Paul David Bambara, Claudine Dimabio Bikaba.
Une soixantaine d'enseignants-chercheurs de l'Université de Ouagadougou en formation sur les thématiques de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Une formation qui vise à leur donner des outils pour avoir de nouvelles approches dans leurs pratiques pédagogiques. À travers cette formation, c'est justement de développer un cadre de concertation entre notre structure et l'université. Donc, ça fait partie du développement des capacités que nous avons mis en place ici au Burkina. Initié et financé par le programme USAID WAWASH au profit des enseignants de l'Université de Ouagadougou, les responsables de l'institution reconnaissent la pertinence d'une telle formation. Les acteurs de l'université, en l'occurrence les enseignants, ont besoin de formation pédagogique pour améliorer leurs prestations afin de répondre aux nouveaux défis de l'enseignement. L'objectif à terme du programme est d'avoir des ressources humaines outillées et qualifiées pour contribuer à l'éducation des futurs cadres du Niger, du Ghana et du Burkina, pays couverts par le programme. La campagne agricole est aussi inquiétante dans le centre-est. Comme partout ailleurs au Burkina, les pluies restent insuffisantes dans la région, à Tenkodogo et environ. Elles sont mal réparties dans le temps et dans l'espace selon les agriculteurs qui redoutent une campagne difficile et racontent que le démarrage a été tardif dans la plupart des localités. Alidou Badini et Solange Guigma. La saison pluvieuse ne s'est vraiment installée dans le centre-est qu'à partir de la première décade du mois de juillet, avec une répartition spatio-temporelle inégale. Une situation qui explique l'hétérogénéité des semis. À 3 jours du mois d'août, les semis sont au stade de la levée. Mais cela ne décourage pas les cultivateurs de Soumangou. On peut dire que ça va un peu. Parce que des années passées, à pareil moment, on ne pouvait pas voir une personne qui est en train de cultiver. La pluie s'est installée tardivement. Mais ça va par rapport à d'autres villages qui sont au stade des semis. On rend grâce à Dieu, car lui seul est pourvoyeur de tout. À quelques encablures de là, des cultivateurs sont toujours en train de labourer et de s'aimer. Les semences mises en terre sont le sorgho blanc et l'arachide. On demande à Dieu de nous donner la santé, car s'il y a la santé, il y aura de quoi manger. On a la foi. Dans les bas-fonds de cette partie du Burkina, le maïs est au stade de la montaison. Reste que les 10 postes sous surveillance de la Direction régionale de l'agriculture sont déficitaires en matière de pluie. Les acteurs ne désespèrent pas pour autant. Si toutefois il n'y a pas d'arrêt de pluie, nous pensons qu'avec les variétés précoces que nous distribuons aux producteurs, nous pensons qu'on peut envisager récolter, surtout avec les prévisions saisonnières du centre agriculteur de Niamey qui prévoit la fin probable des pluies vers la mi-octobre. Donc nous pensons que rien n'est perdu, en tout cas nous restons toujours optimistes. Réaliser des retenues d'eau aux abords des champs est recommandé en vue de parer à une éventuelle sécheresse. Dans l'actualité ce soir, 8 personnes sur 100 souffrent de l'hépatite. Si ce taux semble élevé, le mal reste encore peu connu selon les spécialistes. L'association SOS Hépatite soutenue par l'OMS lance un cri d'alarme aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la maladie. Elle interpelle les pouvoirs publics à la prendre en compte dans les différentes politiques publiques. Mokhtar Ouedraogo, Peggy Ouedraogo. C'est un fait, l'Afrique compte le plus grand nombre de cas d'hépatite causés par les virus A et E. Pour les personnes atteintes d'hépatite B, mais qui ne sont pas conscientes de leur infection et par conséquent, qui ne reçoivent pas un traitement approprié. La présente journée internationale de lutte contre la maladie est donc propice, selon l'OMS, pour prévenir l'hépatite et agir maintenant. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter le gouvernement du Burkina Faso pour l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le programme de vaccination de routine, autrement dit systématique, depuis 2006. Et le plus grand défi à ce jour, c'est de pouvoir offrir une dose de vaccin à la naissance contre l'hépatite B. Les efforts des autres acteurs impliqués dans la lutte contre la maladie ne sont pas à négliger.
à l'image de ceux fournis par l'association SOS Hépatite Burkina, initiatrice de plusieurs activités de sensibilisation, de diagnostic et de prise en charge des hépatites dans le cadre de cette journée internationale. La sensibilisation est toujours d'actualité parce que la population ne connaît pas d'abord ce que c'est la maladie, les modes de transmission et les moyens de contagion. En septembre cette année, les pays auront l'occasion de présenter leurs meilleures pratiques au premier sommet mondial jamais organisé sur l'hépatite qui se tiendra en Écosse. Un sommet pour sensibiliser davantage l'opinion mondiale et pour privilégier la collaboration entre les pays. Mais quelle est l'ampleur de la maladie au Burkina? On le sait, l'hépatite est une maladie bénigne dont les symptômes n'apparaissent qu'au stade avancé de la maladie. Nos équipes basées à Bobo Dioulasso sont allées à la rencontre des médecins qui nous fait découvrir le mal et ses formes. Hassan Gourabou, Kadou Romenki. Vous connaissez l'hépatite? L'hépatite comment? L'hépatite. Pathé. L'hépatite. Pathéa. L'hépatite est une inflammation du foie qui peut être causée soit par des agents pathogènes, soit par une intoxication médicamenteuse ou alimentaire. Une maladie peu connue des populations au Burkina Faso. Pourtant, les données de l'Organisation mondiale de la santé sont inquiétantes. Le Burkina Faso se situe dans la zone à forte endémicité avec une prévalence supérieure à 8%. La prévalence varie de 8%, par exemple chez les femmes enceintes, on peut avoir également 15% jusqu'à 30% chez les prisonniers. Pour l'hépatite virale C, il n'y a pas assez d'études comme ça, mais il faut dire que les quelques rares études qui ont été effectuées nous rapportent une prévalence d'environ 4%. En parlant d'hépatite virale, nous avons 5 types. On a l'hépatite virale A, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, le D et le E. Donc, dans notre contexte, c'est surtout l'hépatite virale B et dans une moindre mesure l'hépatite virale C qui prédomine. L'hépatite est une maladie généralement bénigne. La meilleure façon de la prévenir est le dépistage. Dans la plupart des cas, en fait, il n'y a pas de symptômes. Quand la symptomatologie va commencer à apparaître, le plus souvent la personne se retrouve à la phase terminale. Et la phase terminale, c'est quoi? Soit la personne a une cirrhose ou soit la personne a un cancer de foie. Et en ce moment, que le foie n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions normales au niveau de l'organisme. Raison pour laquelle on demande le plus souvent aux gens de se faire dépister. Il existe un vaccin contre l'hépatite B. Et depuis 2006, ce vaccin est administré aux nourrissons dans le cadre du programme élargi de vaccination au Burkina Faso. L'hépatite se transmet principalement par voie sanguine et sexuelle. L'OMS estime qu'il y a environ 240 millions de porteurs chroniques de l'hépatite dans le monde, avec plus d'1 million de décès chaque année. Politique à présent, l'Organisation internationale de la francophonie veut s'appuyer sur les organisations de la société civile pour avoir des élections propres en Afrique. L'OIF forme des observateurs locaux pour appuyer la CENI. Cette option va permettre de surveiller en tenant compte des réalités du terrain. Issa Kafando, Claudine Dimabio-Bikaba. L'Organisation internationale de la francophonie renforce les capacités en matière électorale des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Les organisations de la société civile jouent un rôle très important dans la vie politique de tous les jours et en particulier en période électorale. Et c'est pour ça, compte tenu de nos différentes expériences dans d'autres pays, nous avons souhaité et décidé d'organiser ce séminaire à l'intention des sociétés civiles de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Pour les élections précédentes au Burkina, les observateurs internationaux étaient fortement impliqués. Cette fois-ci, l'OIF aide nos ESC à assurer cette fonction. Généralement, les organisations internationales déploient des missions d'observation internationale. Cette fois-ci, l'OIF a envisagé de former les organisations de la société civile pour que dans l'observation, ils puissent se rendre compte sur le terrain d'un certain nombre de dysfonctionnements éventuels et qu'ils puissent remonter l'information au niveau de l'organe de gestion des élections, tel que la CENI. Quand vous faites l'observation effectivement par des personnes qui sont d'ici, qui connaissent les réalités sociopolitiques d'ici, évidemment vous avez une autre forme, donc une autre vision en fait de l'observation. C'est une très bonne chose que l'OIF
pense à renforcer les capacités des organisations de la société civile en Afrique pour essayer d'avoir un maillage du continent sur ces questions. Cette formation devrait donc aider les OSC dans leur tâche d'observateur des élections à venir au Burkina et dans les différents pays impliqués. Et pour éviter la violence en cette période électorale, le ministère en charge des droits humains sensibilise les partis politiques sur la charte des partis. Cette charte est aussi portée à la connaissance de l'opinion publique à Ouaïouguia. Elle est prévue pour couvrir 6 régions du pays. Abbas Traoré, Alidou Alain Savadogo. Les opérations électorales et autres activités politiques sont souvent caractérisées par des violences et autres actes d'intolérance, selon un constat du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. C'est pour venir à bout de ces fléaux et faire face aux campagnes électorales à venir que ce ministère a tenu cette session de formation et de sensibilisation au profit des leaders politiques et d'opinion sur la charte des partis politiques. Dans la région du Nord, les droits et les devoirs des partis politiques ont été rappelés aux participants. Les partis politiques ont le devoir, au terme de la Constitution, de contribuer à la formation civique, à l'épanouissement de ce peuple-là. Mais à côté des devoirs, il y a aussi des droits. Le droit, par exemple, au financement public. Pour l'occasion, le ministère des Droits humains et de la promotion civique a invité les partis politiques à sensibiliser leurs militants pour la réussite des prochaines élections. Ils ont pour rôle essentiel d'éduquer leurs militants et sympathisants pour des élections apaisées. Parce que qui dit élection apaisée vise derrière ça un gage de paix sociale sans laquelle aucun développement ne peut être envisagé. La responsabilité des partis politiques dans l'édification d'une société de tolérance et de paix, leur rôle dans l'éducation citoyenne des populations ont été aussi des thèmes développés au cours de cette formation. 12 milliards de francs pour soutenir la décentralisation. La somme est prévue pour financer les activités de 26 communes burkinabées. Elles vont bénéficier de pistes rurales, de centres de santé et des points d'accès à l'eau et à l'assainissement. La convention a été signée lundi. Mathias Drabo, Adama Koulibaly. Par cet acte, la Confédération suisse met à la disposition du Burkina Faso une enveloppe de plus de 12 milliards 200 millions de francs CFA dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Ce programme s'articule autour de 3 axes, la gouvernance locale et le renforcement des capacités, le financement des plans locaux de développement et la mise en réseau des communes urbaines et rurales par des pistes rurales. Ce programme a pour objectif principal de permettre aux communes et aux régions de fournir de meilleurs services publics, améliorant ainsi la qualité de vie des hommes et des femmes et facilitant les activités économiques. Ce programme qui couvre la période de mars 2015 à février 2018 va concerner les conseils régionaux du Nord, de l'Est et du Centre-Ouest, ainsi que 26 communes de ces 3 régions et du Sahel. Nos communes sont confrontés à beaucoup de limites, notamment d'insuffisance de compétences techniques et de ressources financières. Donc, en intervenant dans ce contexte, vous venez nous apporter un appui décisif pour changer la situation. Il est attendu de cette phase du programme plusieurs résultats, dont notamment l'augmentation d'au moins 10% de l'offre de services en éducation, santé, eau et assainissement dans les zones concernées. La révolution cubaine célébrée à Ouagadougou. Ce sont les anciens étudiants du Burkina à Cuba qui se souviennent de l'assaut de la caserne de Moncada. C'était il y a 62 ans. La date est très importante pour les Cubains et les Burkinabés qui ont fait les universités et centres de formation cubains, veulent s'y inspirer pour leur pays. Moussa Ouedraogo, Ismaël Diloma Sirima. La République de Cuba se rappelle encore la date du 26 juillet 1953. C'est ce jour que Fidel Castro a lancé sa révolution. Accompagné de 179 hommes, Fidel Castro a tenté de s'emparer de la caserne militaire de Moncada. Cet assaut de la plus grande caserne de Cuba va se solder par un échec. Mais cela va marquer le début d'une longue série d'activités. Cela est une date historique pour nous, élèves et étudiants formés à Cuba, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est à partir de cette date
que ces jeunes-là, étudiants, ont pris la force, l'engagement et une détermination pour continuer la lutte et renverser le régime en place qui a abouti bien sûr au triomphe de la Révolution le 1er janvier 1959. Pour nous, c'était une fête nationale. La fête nationale à Cuba, c'est le 1er janvier, mais le 26 juillet, c'est le jour très important pour tous les Cubains qui le célèbrent dans tout le monde entier. L'association de solidarité et d'amitié Burkina Faso-Cuba veut s'inspirer de ce fait historique pour lutter contre le chômage et promouvoir davantage d'égalité entre les Burkinabés. Du sport, vendredi dernier, une association de supporters de cyclisme réclamait la démission du président de la fédération. Réponse du berger à la bergère. Au cours d'un point de presse, Alassane Ouangrawa revient sur l'attribution des prix du championnat national. Saratou Sissé, Yacouba Ouedraogo. Sa réaction était beaucoup attendue. Fin de suspense. En réponse au groupe de frondeurs de l'association des supporters de cyclisme au Burkina, qui réclame la démission du bureau en place de la Fédération burkinabé de cyclisme, le président de la dite instance réplique. Nous avons un budget de 36 400 000 contre 35 millions déclarés ou dit. Mais c'est un budget de fonctionnement. La gestion, chacun a ses principes, chacun a sa méthodologie, mais nous avons quand même des règles. Alors, s'il y a des gens qui viennent à la fédération pour arrondir leur fin du mois, je dis qu'ils se sont trompés. Un autre fait soulevé par les frondeurs, l'absence d'ambulance au championnat couru le 5 juillet dernier, avec notamment la vilaine chute de Salfo Bikenga. Alassane Ouangrawa ne manque pas d'explications, même si cela ne saurait être une excuse. Quand je suis arrivé le jour de la course, du départ du championnat, je n'ai pas fait attention. Ça, j'assume cette responsabilité. Je n'ai pas fait attention que les sapeurs-pompiers n'étaient pas là. Bref, le fantôme est déjà entré dans la maison et il ne faut certainement pas refermer la porte. Et Alassane Ouangrawa et son équipe entendent mettre en place un conseil de gestion en août prochain. Un conseil au sein duquel tous les clubs et ligues de cyclisme seront représentés et du travail de cette instance dépendra de la suite du cyclisme burkinabé avec Oussan Alassane Ouangrawa et son équipe, nous a confié le président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Du théâtre Les Citeaux qui vous propose Veuve Noire. C'est un spectacle d'une heure qui dénonce le mensonge politique des dictateurs. Salifou Kientga raconte avec exagération la démagogie et veut pousser à la réflexion en cette période électorale. Issaka Ouedraogo, Abdul Rasmanezongo. Avant d'aller en vacances, les responsables du Citeaux, Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, ont offert un dernier spectacle au public. Intitulé Veuve Noire, c'est un spectacle qui pousse la réflexion sur les comportements et agissements des dirigeants africains. L'acteur principal ici à l'image, dans le rôle d'un président d'une république imaginaire, s'accroche au pouvoir au prix de mensonges, d'autoritarisme et de frasques sexuelles. Il n'est pas question que ces salopards de députés de l'opposition viennent m'empêcher de faire passer mes lois comme l'année passée. Je lance des réflexions au sein de la société. Ça veut dire que ce qui se passe dans les Kiji, parfois quand nous, les citoyens lambda, regardent à travers la fenêtre, qu'est-ce qui se dit entre ces politiciens-là, pré-campagne et pendant la campagne? Qu'est-ce qu'ils transmettent? Est-ce que ce qu'ils nous disent pendant les meetings, c'est ce qu'ils réfléchissent ensemble dans les coulisses? En fait, c'est ça que je veux faire transparaître ça pour montrer comment ces gens-là peuvent réfléchir, surtout les dictateurs. Et c'est comme nous sommes dans la fiction du théâtre. Donc c'est exagéré pour pousser la réflexion, pour que le public puisse s'interroger sur nos leaders. Les spectateurs, eux, ont bien aimé. Je ne regrette pas, j'ai trouvé que c'était un spectacle tout à fait formidable. Bien écrit, bien joué, et plein de rebondissements. Ce que j'ai compris, c'est que pour arriver au pouvoir, on est prêt à tout, à n'importe quel prix, et c'est dommage. Et c'est la réalité actuelle de notre monde. Le Citeaux rouvre ses portes de nouveau en septembre prochain. Adama Fofana a été inhumé aujourd'hui au cimetière municipal de Gounguin. L'ancien président du Conseil supérieur de l'information est décédé le 25 juillet dernier des suites de courtes maladies. Amadou Ilboudou et Ismaël Diloma-Sirima. Explication. Des adieux à Adama Fofana, le premier président du Conseil supérieur de l'information
et porte-parole du gouvernement de 2002 à 2007, a tiré sa révérence le 25 juillet dernier. Il repose désormais au cimetière municipal de Gunguin. C'était un homme très rigoureux, très humble, très méticuleux, très exigeant, mais aussi très généreux et un très grand pédagogue. Adama Fofana s'en est allé et a abandonné le Burkina Faso et sa transition, car il ne pourra plus apporter ses idées et ses conseils au cadre de concertation des sages, mais pour tous les services rendus à la nation. Il a reçu des hommages militaires. Et Adama était une sommité, un intellectuel de talent qu'il fallait que ce cadre-là utilise. C'est une perte immense, parce qu'Adama est passé par tous les stades. Il a préfacé les œuvres du président Sangoulé Lamizana. Bon, c'était un homme complet. À 67 ans, Adama Fofana laisse derrière lui une femme, 4 enfants et une nombreuse famille africaine. La crise au sein des organisations de la société civile, la fraude fiscale, le séjour du président américain en Afrique, ce sont là les titres des quotidiens du jour, lus pour nous par Sibidi Issa Lankwande. Création d'un nouveau cadre de concertation des OSC, ce sont les journaux Le Quotidien et Le Soir qui nous en parlent. La bande à Safiatou Lopez et Hervé Ouattara prend ses distances d'avec le ballet citoyen, titre Le Soir, qui explique qu'il y a crise au sein des OSC parce que le ballet citoyen fait ombrage à certaines OSC qui ne veulent pourtant pas rester dans l'ombre. Dans les quotidiens, les responsables de la nouvelle structure expliquent leur démission de la coordination parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ces actes. Fraude fiscale, le CNT veut retrouver les 24 milliards de l'État. Les quotidiens, dans leur livraison du jour, reviennent sur le début des auditions entamées par la commission d'enquête parlementaire portant sur plus de 24 milliards de francs de chèques sans provision émis pour le compte de l'État par des contribuables indélicats. Mis en accusation du dernier gouvernement du régime Compaoré, le CDP ne veut pas être le souffre-douleur de la transition, nous rapporte l'observateur Palga, qui fait écho de la conférence de presse des jeunes de l'ex-parti majoritaire. Selon le journal, ces jeunes qui disent comprendre la volonté des autorités de la transition de solder le passif de l'ancien régime sont plutôt inquiets de la célérité avec laquelle les dossiers sont traités par le CNT. Le séjour du président américain Barack Obama dans la Corne de l'Afrique intéresse aussi les parutions du jour. Un séjour qualifié de service minimum sur le sujet qui fâche dans les colonnes de l'observateur Palga. Pour le journal, la question de la sécurité a été la principale préoccupation au cœur d'une sous-région en proie aux terroristes, au point que l'oncle Sam aurait oublié que les libertés publiques ne sont pas la chose la mieux partagée dans cette partie du continent, surtout en Éthiopie. C'est tout pour ce soir. Rendez-vous tout à l'heure au journal de 22h15 pour la dernière édition du journal. Mais vous avez rendez-vous avec Fousseni Kindou et ses invités pour l'émission Tribune.